Chers auditeurs de Radio Taïwan International, Jean-Yves Bise, maître de conférence à l'Université catholique Fulen à Taïwan, va vous présenter l'émission Géopolitique en Asie. Chers auditeurs de Radio Taïwan International, bonjour pour ce nouveau podcast de notre émission Géopolitique en Asie. Nous allons revenir sur certaines informations clés liées à l'économie chinoise. L'économie chinoise est la seconde économie au monde, ce qui signifie que tout déclin relatif, tout ralentissement relatif ou absolu de l'économie chinoise a un impact profond et direct sur l'ensemble de l'économie mondiale. Alors pourquoi s'intéresser à l'économie chinoise? C'est que, dans une notion géopolitique, c'est que, évidemment, l'argent est le nerf de la guerre et que la croissance d'une économie va exercer une influence profonde sur l'ensemble des autres secteurs de son activité. Donc pourquoi aussi s'intéresser à la Chine plutôt qu'aux États-Unis? Bon, d'une part, c'est notre émission concernant l'Asie. Évidemment, la situation n'est pas forcément rose aux États-Unis. Certes, les États-Unis ont réussi à juguler l'inflation, mais avec pour prix une augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale à plus de 4,8%, ce qui, évidemment, rend le loyer d'argent beaucoup plus cher et qui pourrait entraîner de nouvelles crises bancaires. Et on se rappelle que dans les 6 derniers mois, il y a eu 2 banques qui ont fait faillite aux États-Unis. Il n'y a pas eu de phénomène de contagion, il n'y a pas eu de phénomène de panique, mais c'est le signe finalement toujours la fragilité des fonds propres des banques aux États-Unis. Mais malgré ça, l'économie américaine est résiliente. C'est une économie finalement qui a une histoire et qui se place sur une certaine trajectoire qui reste prédictible. Donc, avec la Chine, on est dans une situation un peu différente. Donc, la Chine est la seconde économie mondiale. Certains, pendant longtemps, on a projeté le fait qu'elle deviendrait en 2050 la première économie mondiale. Alors, toutes ces projections économiques sur 2050, en 2070, là, il y a une nouvelle projection économique en disant qu'en 2070, l'Indonésie serait la 4e puissance économique mondiale, la Chine la première, l'Inde la 2e, le Pakistan devant la France et l'Angleterre. Bon, il faut aussi avoir à l'idée que toutes ces projections économiques en 2050 et en 2070, elles se basent sur une continuité des activités économiques qui, en fait, est aujourd'hui de plus en plus en question dans un climat de crise écologique, d'appauvrissement de la population et du fait, notamment, du renchérissement du prix de l'énergie et de l'accès à l'énergie. Donc, les prospectives sur 2070 sur l'état de l'économie mondiale, restent aussi assez hypothétiques. Et d'ailleurs, pour 2050, tout ce qui a été tablé sur le fait que l'économie chinoise supplanterait l'économie américaine en 2050, c'est lié sur un scénario de, encore une fois, business as usual, de continuité de la même puissance de l'économie chinoise. Or, celle-ci, justement, est en train de ralentir. Alors, évidemment, c'est pas la première fois qu'on s'inquiète de l'économie chinoise. On s'inquiétait de l'économie chinoise à différentes occasions. À chaque fois, on peut dire que les prédictions ont été démenties, mais en fait, pas tout à fait. C'est-à-dire on a dit en 2008, avec la crise financière, ça y est, ça va être la fin de la croissance chinoise. En 2015, avec l'afflux des capitaux, pareil. Et donc, ici, en 2021, à partir de 2021, avec l'éclatement de la bulle immobilière, on peut se dire que c'est la même chose. Mais ici, la différence, c'est que pendant longtemps, et surtout depuis 2008-2009, la Chine a résolu ses problèmes, notamment le problème de la crise financière, par un recours massif à l'investissement intérieur et notamment par un recours massif aux infrastructures avec des villes, des ponts, des trains, etc. Il faut savoir donc que la Chine, c'est important de rappeler, investit 40% de son PIB dans l'investissement, ce qui est 2 fois plus que les autres économies, et autre point très très important à rappeler,
c'est que un des problèmes structurels de l'économie chinoise est lié à la faible consommation des ménages, et que celle-ci n'est pas du tout résolue. Donc c'est là en fait les deux gros problèmes. Le problème, c'est que la crise immobilière de 2021 n'est pas résolue. Au contraire, hier, il y a eu une nouvelle qui est tombée. Evergrande a décidé de se placer en faillite aux États-Unis afin de protéger ses actifs américains. Donc le groupe Evergrande a annoncé une perte nette de plus de 100 milliards d'euros pour 2021 et 2022. C'est massif. C'est massif et ça montre qu'il n'y a pas eu d'embellie du tout à ce niveau-là. Et au niveau de l'emploi, une autre nouvelle, qui a aussi fait surface dans les journaux ces dernières semaines et que je synthétise, c'est le fait que la Chine a décidé de ne plus publier de statistiques sur l'emploi des jeunes. Et c'est là, évidemment, un problème fort, puisque cela dénote finalement une forme d'incapacité et une forme de désaveu de sa propre économie, c'est-à-dire qu'il y a la peur de la réaction des gens, parce que donc c'est quoi les chiffres ? Les chiffres, c'est que la Chine est aujourd'hui à plus de 21% de chômage chez les jeunes. 21%, ça fait un quart, un cinquième de la population d'une tranche d'âge. C'est énorme, d'autant que cette jeunesse est de plus en plus diplômée et que ça coûte cher de faire des études, ça coûte cher en temps, en énergie pour les parents, pour les enfants de faire des études. Et si au final on se retrouve avec une situation de sans-emploi massive, 20%, c'est bien plus fort que deux fois plus fort que ce qui a été en France. C'est 4 fois plus important le non-emploi des jeunes que par exemple à Taïwan, 4 à 5 fois plus fort. Donc on est dans une économie qui finalement, si elle ne peut plus donner d'emploi à ces jeunes, alors même que dans le même temps elle vieillit, alors même qu'aujourd'hui la population de plus de 65 ans fait déjà plus de 15% du total de la population, et qu'il y a un déclin démographique qui fait qu'il y a moins d'ouvriers, de force de travail qui sera disponible sur le marché, qui est déjà disponible sur le marché, on est vraiment dans une situation difficile. À cela s'ajoute un problème de déflation. Les prix à la consommation ont chuté en juillet. C'est la première fois depuis 2 ans. Ils ont chuté de 0,3%. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce que, en fait, la déflation, la déflation et l'inflation sont liées avec à chaque fois des aspects positifs et des aspects négatifs. L'inflation est négative pour le consommateur parce qu'elle renchérit le prix des biens, mais elle est positive pour celui qui est en situation de prêt, parce que elle rend plus cher, elle permet finalement de rembourser la dette plus facilement, et la déflation c'est le contraire. C'est au jour le jour peut-être mieux pour l'achat de biens de consommation, de biens quotidiens, mais c'est négatif pour ceux qui doivent rembourser. Or, la Chine est une économie de dette aujourd'hui, puisque c'est ce que montre d'ailleurs la crise du secteur immobilier. C'est lié à la difficulté de faire des prêts, à la difficulté de rembourser des prêts, et aujourd'hui on estime que la Chine est endettée à 280% de son économie, c'est-à-dire que la Chine sur un an par rapport à son produit national économique sur un an est en dette de 282% de dette sur son annual economic output. Ça veut dire de la dette qui comprend à la fois la dette du gouvernement, des entreprises et des ménages. On a ici donc une situation qui pourrait être aggravée par la déflation. Celle-ci se maintient. Donc la Banque centrale a essayé de couper un peu ses taux, mais il n'est pas sûr que ça change beaucoup. Et ça pèse aussi sur l'économie. Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète, c'est que donc la crise immobilière était en 2021, mais ensuite il y a eu le lockdown. On s'est dit les chiffres sont mauvais parce qu'il y a le lockdown, les gens ne peuvent pas consommer. Mais la consommation en fait n'a pas reprise, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de bond dans la consommation attendu. En plus de ça, il y a aussi une chute dans l'autre moteur principal de l'économie chinoise, à savoir
À savoir, c'est quoi? À savoir, c'est l'importation et les exportations. Les exportations en Chine ont baissé de 5% par rapport à l'année dernière, les importations de 7,6% par rapport à l'année dernière. L'indice de manufacture s'est contracté pour le 4e mois d'affilée. Et en juillet, donc les exportations ont déclin à 14,5% sur un an. C'est le plus gros déclin depuis ces 3 derniers ans, alors 3 dernières années, alors même qu'on est à la fin du lockdown, la réouverture des ports, etc. Donc on avait espéré qu'avec la réouverture des ports, ça serait le contraire qui se passerait. Donc aujourd'hui, on est dans une situation extrêmement difficile. À cela s'ajoute une baisse extrême des investissements étrangers et donc toujours une crise de la propriété immobilière. Et donc crise de la propriété immobilière qui se définit par le fait que le nombre de biens vendus a baissé de 20% en juin par rapport à l'année dernière. C'est donc, on est toujours donc dans cette idée de crise immobilière, et même si on table toujours sur une possible croissance à 6% cette année, certaines banques américaines tablent sur une croissance à 4% ou 3,8% pour l'année prochaine. Donc, pourquoi est-ce que tout cela c'est important? Pourquoi est-ce que cela ça a un sens géopolitique? C'est parce que Pékin, évidemment, ne communique plus aussi ses chiffres économiques. Donc, géopolitiquement, on est dans une incertitude extrêmement grande par rapport à la Chine, parce que non seulement la Chine est en situation de tension économique, mais que, comme je dis par exemple pour l'emploi des jeunes, pour tout un certain nombre d'autres critères, la Chine fait pression sur les économistes pour ne pas qu'ils divulguent des données trop négatives, et donc il est difficile de savoir quelle est la situation économique de la Chine, et en doutant qu'il y a toujours cette pression géopolitique entre la Chine et les États-Unis, et on est dans une situation finalement de relative instabilité, et cette instabilité économique peut amener des conséquences géopolitiques qui sont relativement imprévisibles. C'était Jean-Yves Heurtebise dans son émission Géopolitique en Asie pour RTI.